Bonjour à tous et bienvenue à ce 6e podcast de Game Set Stories avec, comme à l'habitude, Isaac Boucher et moi-même, Zachary Beaulieu. Aujourd'hui, nous allons commencer notre podcast avec... on n'avait pas eu la semaine dernière, mais cette semaine, c'est de retour notre fameux jeu « Qui suis-je ». Alors, on va vous dire 2 indices au début de l'émission, puis à la fin de l'émission, on va vous révéler notre joueur mystère ainsi que quelques faits parce que c'est pas pour rien qu'on dit ce joueur-là. Il y a vraiment des spécifications qu'on veut rajouter dans le podcast. Alors, la première indice qu'on vous offre, c'est qu'il est virtuellement le premier joueur mondial au classement de l'ATP. La deuxième indice, il est finaliste des finales de l'ATP 2023. Alors, on vous laisse y réfléchir durant toute l'émission. Et en fin d'émission, on va vous revenir avec la réponse, puis des faits, comme je viens de vous le dire. Alors, notre premier sujet, si on veut, de la journée. Rafael Nadal s'incline à Roland-Garros devant Alexander Zverev. Et si on se fie à ses propos, il y a plus de chances que ce soit son dernier match dans l'arène parisienne que pas son dernier, en fait. Ouais. Ben écoute, c'est un peu triste. Parce que c'est un peu triste pour le résultat que ça donne. Parce que Rafael Nadal n'a pas joué un mauvais match, et ça, on va se dire franchement. Le niveau que Nadal a offert face à Zverev était très bon. C'est juste que Sacha Zverev était clairement un niveau de plus, et c'est un joueur qui offre du tennis de qualité. Et aussi, Nadal n'a pas officialisé que c'était son dernier tournoi. Et la présidente du tournoi a précisé quelque chose que normalement, quand un gros joueur, ferme ses portes, dit adieu au tennis, il y a souvent une présentation d'après-match après. Une présentation pour dire adieu aux joueurs. Et elle avait mentionné dans une interview que il n'en a pas eu finalement. Que Nadal a décidé de ne pas en faire puisque il n'était pas sûr que c'était son dernier match. La présentation était prévue, tout était prévu, et de dernière heure, Rafael Nadal a décidé que ça n'allait pas avoir lieu et qu'il ne voulait pas ça parce qu'il n'était pas sûr. Donc, est-ce que... Alors, tu as dit que les chances que c'était son dernier étaient plus grandes que le contraire, mais il y a encore toujours une chance, et moi je pense qu'on peut toujours y croire, peut-être un dernier match. Mais écoute, c'était peut-être son dernier, et je pense sérieusement que c'était son dernier, mais virtuellement, il y a encore des chances, et ça, on l'a vu avec cette fameuse interview que la présidente nous a donnée. Ouais. Ben, moi, je pense que Rafael Nadal, son dernier match à Roland-Garros, c'est pas mal plus le sujet, là. Je pense que c'est pas mal coulé dans le béton qu'il sera de retour assurément pour les Olympiques cet été. Ouais. Je veux pas le mentionner à tout prix, mais honnêtement, on sait en découler de les propos de Rafael Nadal, puis je peux pratiquement vous assurer qu'il sera là, des Jeux olympiques. Probablement en double avec Carlos Alcaraz, d'ailleurs, qui était au match de Rafael Nadal hier, tout comme Novak Djokovic et Iga Swiatek, première joueuse mondiale du circuit féminin. Ouais. Euh, Puis, juste pour faire un petit point, puis aussi Nadal a mentionné qu'il n'allait pas faire Wimbledon justement pour les Jeux Olympiques. Donc c'est un indice de plus qui nous montre une preuve de plus qui nous montre que Nadal s'enligne vers les Jeux Olympiques. oui. Puis, côté du match, évidemment, Alexander Zverev est parvenu à atteindre un niveau plus haut que Rafael Nadal. Toutefois, Rafael Nadal m'a impressionné, honnêtement. Ça fait quand même un mois qu'on dit non, Rafael Nadal peut jouer un bon set, puis après ça, ben, il manque de gaz. Mais hier, j'ai pas vu ça parce qu'honnêtement, j'ai vu un Rafael Nadal pas au niveau de Zverev, mais son niveau tout au long du match était le même, tant qu'à moi. Mm-hmm. Alors, pour ça, c'est quand même avantageant parce que hier, il a dit j'ai pas été chanceux, j'ai affronté Alexander Zverev, 4e tête de série.
Mais il y a bien des joueurs, voire la moitié des joueurs dans ce tournoi, qui l'auraient probablement battu hier. On avait d'ailleurs entendu Daniil Medvedev dire qu'il avait joué une partie de match dans un match de pratique, là, dans les pratiques, puis il avait dit que Rafael Nadal l'avait littéralement battu. Alors, j'ai vu la vidéo. C'était encourageant, puis en même temps, de voir que Rafael Nadal n'était pas au niveau de Zverev, mais était capable de maintenir un effort constant jusqu'à la fin. Selon moi, c'est un bon signe que c'est pas la fin tout de suite. Puis il l'a dit également, il le dit à plusieurs reprises, je n'arrêterai pas tant et aussi longtemps que mon corps me dit pas que c'est la fin. Et s'il est capable de jouer pendant environ 3 heures, ce niveau, tant qu'à moi, c'est pas la fin tout de suite. Absolument. Ça bouclerait la boucle pour Rafael Nadal à Roland-Garros. Nous allons passer à notre prochain sujet. Un sujet également défaitiste. Gabriel Diallo s'est incliné finalement devant Kei Nishikori au premier tour de Roland-Garros, alors que lui avait réussi à remporter ses 3 matchs de qualification et se qualifier pour le grand tournoi. Toutefois, il s'est incliné en 5-7 devant Kei Nishikori. Je peux vous appeler le score, là. 7-5, 7-6 en faveur de Nishikori, 6-3, 6-1 en faveur de Diallo et 7 décisif, 7-5 en faveur de Nishikori. Ouais, ben gros match. Écoute, moi j'ai regardé pratiquement tout le match, ça a été une bonne partie de la journée pourtant. Il y a des 2 premiers sets pour Nishikori. Surpris après d'un 2 sets assez simple de la part de Diallo, un très bon tennis qu'il offre. J'étais presque sûr qu'au 5e set, il allait remporter le match et ça l'a un petit peu déboulé à la fin. C'est dommage parce que Gabriel Diallo avait, selon moi, le niveau clairement pour battre Kei Nishikori qui, selon moi, sur papier, Gabriel Diallo est largement meilleur que lui. Malheureusement, dans ce match, ça n'a pas été le cas. Kei Nishikori a trouvé des façons d'être meilleur, mais selon moi, Diallo reste allé chercher ce match. Je ne veux pas lui mettre trop de pression parce que, évidemment, je ne suis pas professionnel pour dire ça, je suis personne pour le dire. Je suis qu'un simple amateur de tennis. Mais selon moi, Diallo aurait pu sûrement aller chercher ce match. Et c'est une défaite qui est dure quand même, malgré tout. Malgré que c'est un premier tour en Grand Chelem et que c'est son premier, selon moi, ça aurait été un match qu'il aurait dû aller chercher. Ouais, c'est peut-être dur, mais je sais pas. Effectivement, puis on l'a vu, Gabriel Diallo avait le bris d'entrer dans la 5e manche. Nishikori a joué un peu le mental, tant qu'à moi, là. Lui qui semblait complètement fini, mais donnait son énergie sur les gros points, on s'entend. Mais je pense que c'est une game qui s'est gagnée côté expérience. Gabriel Diallo a joué un très bon match de tennis. Mais en Grand Chelem, puis Isaac, qui suit autant que moi le tennis, pour être d'accord, tu peux pas laisser filer les 2 premières manches où tu as eu une balle de manche dans chacun de ceux-ci. Il a passé proche de revenir, mais le mal était pratiquement déjà fait. Parce que il se devait de rapporter une de ces manches-là qui a joué du excellent tennis, mais n'a pas été capable de trouver le bon coup droit ou le bon revers ou le bon schéma de jeu qui lui a permis d'aller chercher cette manche-là. Du côté de Kei Nishikori, on a joué ces points-là de manière sécurisée, puis avec aplomb. On a réussi à les remporter, ces 2 sets-là. Puis par la suite, 2 sets plutôt mauvais, mais il est encore dans le match parce qu'il a remporté ces 2 échanges-là. Alors, tout était possible. Puis au 5e set, Gabriel Diallo était un peu nerveux malgré tout, c'est compréhensible. Nishikori, tant qu'à lui, était calme. Puis il savait quel point il devait remporter pour gagner ce match. Puis tant qu'à moi,
ces points-là, il les a remportés. Ouais, puis comme on sait au tennis, c'est seulement certains points qui vont faire la différence dans un match. Même si on dit que chaque point est important, c'est souvent quelques points qui vont faire la différence, qui peut être un tournant. Et on peut prendre un exemple très facile. Tu gagnes 0,30, tu vas chercher 2 points, et l'autre va chercher encore 2 as après. Il va chercher par exemple 3 as, et ben le vent a tourné. T'es passé de 0,30 où tu avais une chance de possiblement briser et de changer le rythme. Et là, t'as le joueur après qui sort 3 gros points, le vent tourné, c'est plus le même match. Ça peut jouer sur 1 point d'écart, si je peux être plus clair. Puis on a vu également, Gabriel Diallo a beaucoup de potentiel. Ouais. N'avait pas à être gêné d'être sur le même terrain que Kei Nishikori. Par contre, on a vu que l'affectuosité du service n'est pas la même des challengers au tournoi ATP. Plusieurs retours de service que Diallo a juste figé parce qu'il ne s'est jamais fait ramener ces services-là. Mais Kei Nishikori les ramenait parce qu'il y en a vu d'autres. Très bon service, Gabriel. Mais il se doit, s'il veut faire partie de cette ligue-là plus constamment, je pense qu'il se doit d'améliorer un peu en échange, de manière à aller chercher plus d'échanges. Parce que tu peux pas juste. On l'a vu. Tout le monde qui a écouté le match, quelqu'un peut dire qu'il a mal servi, mais non, il n'a pas mal servi. Il a bien servi. C'est juste que les retours dans la TP se font plus. Ouais, ben aussi. C'est normal. Je finis mon point. Ouais, alors, Diallo se doit d'être capable de défendre un peu mieux son service sans se dire je vais claquer 2 as et on va revenir à 30-30, comme ton exemple, par exemple. Ouais. On va se dire l'affaire. Les grands serveurs sont pas avantagés sur terre battue non plus. Je pense qu'il y a le fait qu'il faut qu'il améliore son service, c'est sûr. Mais je pense qu'il y a une partie aussi de la terre battue que la balle est beaucoup moins vite. Elle est beaucoup C'est moins. certain qu'on n'aura pas la même discussion sur gazon dans un mois. Ouais, non, c'est sûr. On n'aura pas la même discussion. La balle va beaucoup moins lente. On n'a jamais vu. Est-ce qu'on a déjà vu John Isner vraiment performer sur terre battue? Je m'en souviens pas vraiment. Des gros tournois, il n'a jamais vraiment performé. On n'a jamais vu vraiment de joueurs, de grands serveurs. En tout cas, je me rappelle pas. Là, qui ont vraiment performé. Des gros serveurs qui ont. C'est ça leur premier aspect que. Là, ils ont d'autres bons aspects, mais c'est vraiment gros points, comme les gros serveurs, pardon. Comme exemple. Excusez-moi. Gabriel Diallo, selon moi, c'est pas sa surface de prédilection. Si on s'en va sur gazon, comme tu l'as dit, une discussion complètement différente là, qu'on a. Ouais. Peut-être la seule exception, mais en même temps, il est tellement bon en fond de terrain. Alexander Zverev, qui a un très bon service, Ouais. mais que son fond de terrain est incroyable. Ouais. Puis c'est surprenant pour un très bon serveur comme ça, mais évidemment que les gros serveurs comme Diallo avec un jeu à caractère offensif ne sont pas avantageux. Ben, évidemment, mais encore là, Zverev, il a su dans sa vie, lui, avoir un gros service, mais aussi beaucoup plus développer les autres aspects de son jeu. Gabriel Diallo n'est pas aussi complexe que Zverev, si on peut dire ça comme ça. Ouais. Évidemment qu'il est moins bon, mais je veux dire, ses aspects, il les a sûrement pas autant travaillé que Zverev, selon moi. C'est peut-être une fausse information, mais selon moi, il est juste beaucoup moins développé en fond de terrain. C'est vraiment son service qui fait la différence, tandis que Zverev, lui, il fait tout, il est complet, c'est un des meilleurs joueurs au monde. Oui. Mais ça reste qu'il y a du bon potentiel, Ouais, du très bon à retenir de ce match-là et de ce tournoi-là en tant que tel. Petit résumé, là, côté classement. Gabriel Diallo a gagné 5 places avec ses 375 points. Il est maintenant à la 161e place mondiale.
Il a fait un bond de plus 15 points ATP. C'est quand même tout un bel avancement malgré tout là, pour Gabriel Diallo, qui se retrouve juste en arrière des Diego Schwartzman, des Mattia Bellucci. Des joueurs que si je regarde leur dernier tournoi, c'est tous des joueurs qui sont vraiment dans les tournois ATP de manière constante, là, avec soit les qualifications. Ouais. Alors, on peut envisager que Gabriel Diallo est prêt à passer à la phase 50-50. Ouais, on peut dire ça comme ça, oui. Ouais. Kei Nishikori, de son côté, sera de retour en action demain. Pardonnez-moi, je changeais de page. J'ai vu que mon doigt apparaissait. Kei Nishikori sera de retour en action demain face à Ben Shelton. Ben Shelton qui s'est défait de Hugo Gaston en 4 manches hier. J'ai hâte de voir ce match, pour être honnête. Est-ce que Kei Nishikori sera capable d'effectuer autant de retours qu'il en a fait face à Gabriel? On va en parler 30 secondes. Là. Selon moi, ça sera pas le même match. Ça sera pas le même match Ben Sheldon C'est sûr que exceptionnel. je pense Diallo n'est pas encore Shelton. Pardon? Diallo n'est pas encore Shelton. Ouais, non, Diallo est pas encore Shelton, mais c'est un type de joueur qui se ressemble un peu. Ouais. C'est pas tant différent que ça. Selon moi, Shelton va aller chercher ce match-là parce que c'est un joueur qui est rendu, je pense, meilleur que Nishikori. En termes d'expérience, peut-être pas autant, mais selon moi, c'est sur papier, je pense que Shelton remporte ce match. Après, Nishikori peut rivaliser, peut aller chercher une manche, même deux, on sait jamais, mais Shelton, je pense, s'en sort demain. Oui. Ben évidemment, sur papier, c'est ce que. C'est ce que. C'est ce qu'on prédit, en fait. Là. C'est ce qui est plus facile à prédire. Mais Kei Nishikori n'a pas biffé trop vite. Peut être dangereux. Puis, il est à son dernier souffle, Kei Nishikori. Ah, puis on lui espère qu'il gagne. Oui. Alors, l'énergie du désespoir, des fois, c'est fort dans le tennis. Mm-hmm. Prochain sujet. Notre premier sujet qui avantage un peu côté fan de tennis canadien ou Rafael Nadal en tant que tel, parce que tout le monde est fan de Rafael Nadal, évidemment. Denis Shapovalov et Félix Auger-Aliassime l'ont chacun remporté leur match de premier tour. Denis Shapovalov l'a emporté face aux Français et la foule locale Luca Vanache en 3 manches de 6-3, 6-4, 6-4. Et Félix Auger-Aliassime l'a emporté face à Yoshihito Nishioka, également en 3 manches de 6-2, 6-4, 6-4. 2 très bons matchs des Canadiens. Mm-hmm. Puis, ça faisait quand même un petit bout qu'on n'avait pas vu les deux remporter leurs 2 matchs de premier tour de façon aussi convaincante. Ça fait du bien en tant que tel. Ouais. Écoute, moi j'ai pas pu malheureusement regarder le match de Shapovalov, donc j'ai pas trop vu ce qu'il a fait de bien, ce qu'il a fait de mal. J'ai regardé Félix, par contre, j'ai eu l'opportunité. Ça a été un match assez, comment dire, c'est pas été un match très difficile pour Félix. Félix a été bien servi, il a été constant. Et écoute, il n'a pas fait de grand chose de mauvais là, dans ce match de Canadien. Nishioka qui avait l'air un peu épuisé. Et j'ai regardé le match avec mon père, et même lui qui ne regarde pas tant de tennis, il disait il a l'air épuisé, Nishioka. Moi, au début, je disais, c'est parce qu'il venait de tenir un échange, mais quand j'ai vu après qu'il était beaucoup épuisé, il n'avait pas l'air il avait l'air en forme, mais en même temps, il avait l'air assez épuisé, Nishioka. Il n'avait pas l'air d'être en mesure d'aller chercher ce match. Je pense que Félix était juste à un niveau de jeu beaucoup plus haut dans ce match. Donc, rien à dire de plus sur ce match. Oui, puis on voit les 2 derniers sets, là, le deuxième puis le troisième set, ça a fini 6-4, 6-4. Puis, un petit fun fact, si vous me permettez l'expression anglaise. Félix Auger-Aliassime a été retardé par la pluie et a dû retraiter au vestiaire. Les 2 fois, lorsqu'il menait 5-4 et il s'en allait servir pour la manche. Honnêtement, ça aurait pu changer le vent Absolument. de sens. Là. C'est quand même de la malchance pour Félix. Ouais.
Moi, de mon côté, j'ai pas vraiment écouté Fixo Yassim. En fait, j'ai vu la dernière partie de match parce que je ne suis pas si lève-tôt que ça, malheureusement. Denis Shapovalov, lui, par contre, je l'ai vu. Denis Shapovalov, un match très constant. Puis, honnêtement, j'avais confiance pour ce match-là, puis j'espérais qu'il affronte un Français. Parce que contrairement à ce qu'on dit de Galarno, Pouton, c'est plutôt difficile quand il affronte un Français. A de la misère, ben en fait pas un Français, mais un Français en France. Ouais. Puis, il y a de la misère à jouer contre le public local. Du côté de Chapovalov, c'est une bonne chose. Parce que Absolument. Chapovalov, des fois, a tendance à partir dans sa tête, commencer à chialer, à se faire aller le manche-patate, si on veut. Comme il avait fait un peu à Genève dans le troisième set face à Talon Grigsport. Alors, je trouve que c'était une bonne affaire. Puis honnêtement, ça a juste prouvé mon point. A réussi, à chaque fois que Luka Vanache gagnait un point, on le voyait chez Pavalov, la rage dans ses yeux de gagner le prochain point, puis de juste dire c'est moi qui va être par-dessus le français aujourd'hui. Honnêtement, ça a juste bien fait, selon moi. Puis Denis Shapovalov s'en est servi d'énergie. C'est un joueur qui carbure à ça, honnêtement. Si j'avais été les Français, j'aurais dit taisez-vous, il carbure Denis Shapovalov à ça. Pour vrai, Denis Shapovalov a très bien géré tout ça pour le mettre à son avantage. Puis, côté tennistique, honnêtement, pas grand-chose à dire. Première manche plutôt tranquille, si on veut. Là. C'est juste des parties de service assez faciles avant une petite pression de 30-30 qui fait craquer Luka Vanache et finalement réussir à aller chercher le bris. Par contre, ce qui a attiré mon attention, la troisième manche, c'était idem que la première manche. Mais la deuxième manche, pareil jusqu'à 5-4. Mais attention, à 5-4, Luka Vanache était dans le jeu. À 45, Shapovalov, un service qui, selon Shapovalov et selon mon angle de vue également, bon, j'ai un favoritisme, mais en tout cas, selon mon angle de vue, était bon. L'arbitre se lève de sa chaise, dit non, non, il n'est pas bon. Shapovalov n'est pas visiblement pas d'accord, mais essaye de jouer plus rapidement pour ne pas se déconcentrer. Puis, la manque dans le filet, double faute. Par la suite, très gros point de Luka Vanache qui réussit à recoller à égalité. Par la suite, 2 balles de bris pour Luka Vanache. Shapovalov réussit. On aurait dit Shapovalov, c'est là qu'il va craquer, c'est là que tout ça va s'écrouler, on va égaliser à 1 les manches. Shapovalov a réussi à garder l'aplomb dans son jeu, autant physiquement que mentalement. Puis il a réussi à sortir de ce jeu de service qui, selon moi, a été ce jeu qui a remporté la partie. Le match au complet, en fait. Ouais, ben, je suis d'accord avec toi. Écoute, j'ai pas le choix d'être d'accord avec toi. J'ai pas regardé le match. Donc, je vais être d'accord avec toi. Je vais être tout à fait honnête. Mais, c'est assez intéressant ce que tu dis. Écoute, ça aurait pu vraiment changer le rythme. Mais c'est vrai, hein, ça aurait pu aller en 1 et changer le match complètement. Je sais pas vraiment bien géré et félicitations à lui pour cette belle victoire. Oui, alors Denis Shapovalov va être de retour demain sur le terrain face à Francis Tiafoe, tandis que Félix Auger-Aliassime affrontera, il faut voir, tu me rafraîchisses ta mémoire. Je sais pas c'est quoi son prénom exact, mais je sais que c'est Square. C'est un des qualifications. Un genre des Un qualifications, Allemand, hein? je crois. Un Allemand, c'est ça, Oui, exactement. un Allemand. Euh, Henry Square. C'est ça, Henry Square. Alors, Henry Square sera opposé à Félix Auger-Aliassime demain vers 7 h sur le court 6, tandis que Denis Shapovalov sera opposé à Francis Tiafoe sur le court 13, si ma mémoire est Je crois bonne. que c'est un truc du genre, ouais. Dans les mêmes courts qu'hier, en fait. Là. Puis, oui, vers 6h15. Alors,
après un match de femmes à 5 heures du matin, heure de Québec. Une chance qu'il ne joue pas à 5 heures parce que je vous l'ai dit, je ne suis pas un lève-tôt. Mais probablement que je me serais levé pareil à quel point je suis intense pour le tennis. Notre prochain sujet, Alexis Galarneau. Ben, lui, une défaite, on l'a parlé la semaine dernière, on n'en reparlera pas en long et en large, mais une défaite qui a fait mal contre Quentin Alice au premier tour des qualifications de Roland-Garros. Lui, il se doit de rebondir. Cette semaine, challenger de Little Rock, très belle victoire hier face au Japonais Moriya. Jouera demain face à Hu. Puis, la semaine prochaine, il jouera le challenger de Tyler. Puis, ces deux challengers sont aux États-Unis. Puis, ces deux challengers, il est première tête de série. Alors, s'il pouvait au moins aller chercher un de ces... Pas de pression, honnêtement, mais s'il pouvait aller chercher un de ces deux challengers, selon moi, ça ferait amplement du bien et ça l'aiderait à faire son deuil en tant que tel de Roland-Garros pour se préparer très bien pour Wimbledon qui approche. Là, la 1er de juillet sera les tableaux principaux de Wimbledon. Alors, environ la dernière de... Ouais, c'est ça, la dernière de juin. La dernière semaine de juin sera la semaine des qualifications. Alors, ça approche. Là. Environ un mois. Donc, oui, ben écoute, hier, j'ai pu juste regarder un petit peu le match de Galarno. J'ai pas eu trop le temps, malheureusement. Mais j'ai remarqué une statistique que j'avais pas, même pas. J'ai regardé le match, je pense que c'est la fin du deuxième set que j'ai regardé, pas plus que ça. En même temps, je sais pas valeur. On peut écouter Chapovalov. Ouais. Un pourcentage de premier service exceptionnel. Il a été bon. Un premier service qui a été un problème dans les dernières semaines. Là, il était parfait. Il n'a pas presque pas craqué. Vraiment, j'ai été presque impressionné. Il a été bon, donc j'ai pas grand chose à dire tennistiquement à part ça. Mais j'ai vu que son pourcentage de premier service était élevé, contrairement à ce que je pensais. Je pensais pas qu'il était aussi élevé en regardant le match, mais il l'était. Oui. Ben moi, je l'ai écouté. En fait, j'avais la télé sur Denis Chapovalov et l'ordi sur Alexis Galarneau. Alexis Galarneau a joué un très bon match complet. Moria, ce n'était pas un petit adversaire. Quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Un joueur assez âgé, mais dans ses bonnes années, si on veut, les années à Galarneau ces temps-ci, il était régulièrement dans les qualifications de l'ATP, jouait des gros matchs quand même dans les gros tableaux de l'ATP. Mais Alexis Galarneau a joué comme une première tête de série hier. Un début de match où il a dû affronter quelques balles de bris, mais on réussit à s'en sortir. Une victoire assez convaincante, 6-2, 6-3 sur Moria. Honnêtement, tu l'as parlé, le service a été un gros atout hier. Lui qui ne s'est pas fait briser de tout le match. C'est quand même très bien pour Alexis Galarneau qu'on répète. On l'a dit la semaine dernière, Gabriel Diallo a le service pour se backer, si vous me permettez l'expression anglaise. Tandis qu'Alexis Galarneau, lui, n'avait pas le service. Mais hier, il avait le service. Probablement beaucoup moins de stress hier que son match à Roland-Garros. C'est ce qui est tout à fait normal. Mais ça reste que si on est capable de voir du progrès comme ça, faut pas... Roland-Garros, c'est du passé. Wimbledon, c'est du futur. Alors, Galarneau doit se concentrer sur le futur. Absolument. C'est l'heure de la réponse de notre jeu Qui suis-je? Alors, la réponse, c'est Yannick Sinner, ou appelé La Carotte, parce qu'il est nommé par son fan club, La Carotte, qui sont tout le temps habillés, en fait, en costume de carotte lorsqu'ils vont le voir à peu près partout dans le monde. Ça fait maintenant environ 2 ans qu'ils le suivent. Environ.
tout que des crinqués. Yannick Sinner, pourquoi j'ai choisi lui? Parce que Yannick Sinner, premièrement, s'est fait une blonde à Roland Garros, c'est une blague. Ben, c'est vrai, mais c'est pas la raison pour laquelle j'ai choisi de parler de Yannick Sinner. Yannick Sinner, premier au monde virtuellement. Puis le restera, à part si Novak Djokovic ferait finale à Paris. On sait que Novak Djokovic a remporté en 3-7 aujourd'hui face à Pierre-Hugues Herbert. Mais Yannick Sinner l'a emporté aussi également contre Christopher Eubanks aisément en 3 manches. Oui, Yannick Sinner s'avait incliné en finale l'an dernier au final de l'ATP face à Novak Djokovic. Mais Yannick Sinner là, a été longtemps un bon top 20, mais là, commence à être un top 3, plus loin d'un top 1 établi. Oui, absolument. Pas grand-chose à dire là-dessus. Oui, alors Yannick Sinner continuera évidemment son chemin, son bout de chemin en fait, à Roland Garros, lui qu'il sera opposé au prochain tour à Richard Gasquet. Ce match aura lieu demain. Oui, très gros match. Ce match aura lieu demain vers 12h15, donc le match de session de soir sur le court Philippe Chartrier, évidemment. Alors, vous avez un petit après-midi de congé demain, pour vrai. Ça devrait être très long, ça, comme match. Pas d'après-midi pour moi demain, par contre. Ça va être dur, mais c'est correct. Oui. Puis également, l'ambiance devrait être folle, là. Juste Richard Gasquet contre Borna Coric, on n'en parlera pas parce qu'Isaac est triste. Isaac, on sait son deuxième joueur préféré. Ben, son troisième joueur préféré, en fait. C'est Borna Coric, mais toutefois, Richard Gasquet, là. Coric. Richard Gasquet l'a battu quand même assez aisément, là. En 3 manches. Alors, Gasquet, Sinner demain, 12h15 sur le court central Philippe Chartrier. Une chose en est sûre, ils ne seront pas accommodés par la pluie. Ils ont un doigt. Merci de votre écoute habituelle. On vous invite à nous suivre sur Instagram et Spotify. On vous rappelle qu'on vous a promis un tirage, en fait un concours. Un concours à 100 abonnés sur notre page Instagram. On vous tient régulièrement au courant là, des résultats les plus fascinants des plus gros joueurs au monde, les Canadiens, les surprises. Alors, suivez-nous, ça en vaut la peine. Puis, pour nous, c'est notre source de motivation de continuer semaine après semaine. Alors, on se dit à la semaine prochaine, probablement. On se rapproche tranquillement des examens. Mais on aura peut-être une semaine qu'on n'aura pas de podcast. Mais pour la semaine prochaine, on devrait être correct là, pour avoir un podcast pour résumer la première semaine d'action à Paris. Mais je te laisse aller pour le mot de la fin. Donc, oui. Alors, c'est un petit truc que je veux dire que sur ceux qui regardent les podcasts, moi, souvent, je veux dire honnêtement, c'est moi qui s'occupe des Reels sur Insta. Souvent, manque d'inspiration, et c'est une des premières raisons pourquoi il y a un manque de constance des fois. C'est pas parce que ça me tente pas souvent. C'est souvent la raison, c'est juste parce que j'ai pas d'inspiration. Donc, des fois, si vous avez des vidéos funny que vous avez vues, des vidéos que vous voulez envoyer, envoyez-nous par DM sur Insta et moi, je vais m'occuper de les repost sur notre compte en écrivant, bien sûr, qui est le créateur de la vidéo. Évidemment, on va pas voler la vidéo. On va le mentionner en description. Mais si vous avez des vidéos, des funny, des trucs que vous avez trouvé drôles qui ont rapport avec le tennis ou un truc que vous avez vu sur Insta de tennis, vous pouvez m'envoyer. Les seuls trucs qu'on n'accepte pas, c'est les échanges Tennis TV. Malheureusement, on a eu un ban, mais malheureusement, il y a même pas longtemps en raison de ça. Et donc, c'est beaucoup plus compliqué de poster des vidéos d'échange, mais pour le reste, on accepte et on accepte avec bras ouverts. Oui,
Alors, idée de Reels, vous êtes maintenant mandaté par M. Boucher. Alors, merci beaucoup de votre écoute, puis on se dit à la semaine prochaine.